le restaurant La Casa Glace aux Trois-Îlets, le service funéraire Germain et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent Concept d'art. Pour Fusion TV et Connection.tv, heureuse de me retrouver au Rombro et Kenny-Sans. Cela se trouve donc au Marin. Je suis avec le maître de chais. Il s'agit de Stéphanie. Stéphanie, bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ravi de vous accueillir. Merci, ça fait plaisir. Te demander tout de suite parce que j'ai décidé de te tutoyer. Ok. En quoi consiste le métier de maître de chais? Dans d'autres termes, je veux dire que maître de chais, c'est mettre en œuvre et orchestrer en bouche et au nez ce qui paraît peut-être le plus facile et le plus lumineux des choses, à mettre en avant les saveurs de la nature, puisque le rhum est issu de notre belle nature. Donc le métier de maître de chais, c'est avec beaucoup de patience, de mesure, c'est mettre en scène au nez, pour la bouche, des belles saveurs. Faut-il être scientifique et créatif pour ton métier? Ah oui, complètement. Il faut avoir une âme et un toucher, on va dire, dans la nature, dans les saveurs, pour qu'on les puisse les retrouver. Il faut avoir, on va dire, une connaissance un peu dans la physique, la chimie, la biologie, mais le naturel, parce que c'est très pragmatique, c'est quelque chose de très vivant et à la fois très technique. En quoi cela est-il vivant? Ah ben, on réagit avec l'humidité, on réagit avec la chaleur, on réagit avec le matériau, on réagit avec tout ce qui est autour de ce liquide. Tout est interactif et s'imbrique. Donc, c'est vivant. D'accord. Au quotidien, puisque tu y es au quotidien, en quoi consiste réellement ton métier? Alors, il est divers chaque jour. Chaque jour est différent. Aucune journée ne se ressemble. Bien. Aucune journée n'est cadencée de la même manière. Lorsque là, on est en train de récolter en ce moment. Donc, c'est surveiller la matière, c'est surveiller l'évolution. Le maître de chais fait tout ça? Ah ben, il faut bien s'assurer que la matière première soit dans le respect continuel. Et quand le rhum arrive au chai, il faut continuer à le surveiller, continuer à apprécier son évolution dans les cuves, dans les effectifs, dans tout. Donc on regarde, et quand on le travaille, parce que on travaille le rhum, hein, c'est un élevage de rhum blanc également. Faut pas oublier ce terme-là. Aujourd'hui lundi, ça commence par quoi? Aujourd'hui, on a commencé à préparer la cuverie à l'extérieur pour réceptionner le rhum blanc qui arrive cette semaine. Récolte 2023 qui arrive. Donc, on a préparé la cuverie, l'équipement nécessaire, puisque ensuite, on a tout le travail dont on est là à l'abri, hein, de la lumière, de la chaleur, pour le travailler le rhum blanc qui est en cuve inox. Il y a plein de choses prévues. Il y a aussi bien de l'administratif que du pratique que de l'équipement. Tu fais tout ça? On fait tout ça, ouais. Mais alors, ça veut dire que tu es accompagné par? Je suis accompagnée par Christophe Cantinol qui est ici, qui m'épaule sur le travail du chai, qui m'épaule sur le travail de la production, les approvisionnements, les réceptions, au conditionnement. Donc au conditionnement, c'est moi qui deviens une opératrice pour réaliser avec lui, parce que c'est lui qui gère sa ligne, et je réalise l'opératrice, la mise en bouteille, les contrôles du rhum blanc dans la bouteille, les paramètres qu'il y a, etc. jusqu'à la bouteille fermée. Waouh! Il est très important de s'entendre avec ce monsieur Cantinol, n'est-ce pas? Il vaut mieux. On a toujours, dans ce métier-là, de toute façon, avec nos collaborateurs, il faut savoir travailler ensemble, savoir s'écouter, parce que chacun on a nos ressentis, puisque c'est du vivant. Donc, il faut savoir écouter tout le monde. Je sais pas si vous me voyez, hein. Alors, il fait extrêmement chaud et j'ai ces vapeurs d'alcool qui me montent au nez et ça me rend déjà toute chose. Stéphanie, plus près de toi, tu disais, c'est moi qui disais que j'avais super chaud. Oui, c'est un peu normal puisque le travail du rhum se fait le matin, à la fraîche. Parce que sinon, à partir de 10 heures, on a chaud. Et puis le rhum, il aime pas la chaleur, on le bouge pas trop. Donc, le matin, c'est à la fraîche. Ah, c'est pour ça que j'ai autant de bonnes odeurs au nez. Comment es-tu devenu maître de chais à la distillerie Bro et Kenny-Sans? Messieurs de Gentil m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée de participer activement à la construction et la finalisation de leur projet, puisqu'ils ont commencé à planter il y a 4 ans. Et leur projet d'avancer année après année, c'était de mettre en place leur unité de production. Donc ils m'ont sollicité, m'ont demandé si ça m'intéressait de relever le challenge. Comme je suis en Martinique depuis 6 ans, que je suis arrivée dans la région avec un projet, une création, donc j'ai dit pourquoi pas. Et je leur ai dit si je pouvais constituer une équipe, et donc ils ont accepté.
Donc je suis devenue maître de chez et responsable production pour la rhumerie Breu et Quesnesson, parce qu'ils me l'ont proposé. J'ai accepté et l'équipe a accepté aussi. Alors, c'est pas bête de te demander comment tu t'y sens. Moi, je suis dans mon élément. Je suis dans mes, on va dire, matériels habitués. Je suis bien. J'arrive à faire les profils de rhum blanc parce que j'aime beaucoup mettre en scène le rhum blanc. Et puis, la vie fait que j'ai pu faire activement des choix pour la futaille, pour ce qui arrivera dans la proche avenir. Donc, c'est intéressant de pouvoir construire quelque chose qui vibre en nous pour avancer et avoir la réussite que l'on a en peu de temps, puisqu'on a eu de la réussite. C'est pas mal, hein. Quand on dit futaille, on pense futur. Bah oui. Exactement, très beau jeu de mots, mais c'est ça. Quelle est, selon toi, Stéphanie, l'étape d'élaboration la plus délicate pour le rhum brut? On dit qu'à 65%, c'est la fermentation du vesou, qui est le fruit de la pressée de la canne à sucre, puisque dans la fermentation, tout se met en place. On garde ce qui est à garder, les précurseurs aromatiques. Ensuite, on a la distillation qui est le concentre. Et après, la dernière étape, parce qu'il n'y en a pas qu'une étape compliquée, la dernière étape et la plus charnière, c'est le travail de l'élaboration du rhum blanc avec tout son élevage. J'ai une femme et je suis tellement fière de voir que c'est comme si pour moi c'est un métier d'homme. Et c'est totalement un métier d'homme. D'accord. C'est totalement. Tu l'avoues? Ah oui, oui. D'accord. Par la rudesse du travail, travail de chez, travail en cuverie, travail de tout. C'est un travail d'homme. Mais c'est ce qui est le plus fascinant, c'est ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de mesures, beaucoup de retenue. Parce que tout à l'heure, tu as dit que j'étais une artiste et une créatrice, parce que ce métier demande beaucoup de sensibilité, d'humilité. Mais dans mes moments de sensation que tu peux avoir là, même si on a chaud, tu as ces saveurs qui sont dans ton nez et qui te guident dans ce que tu vas pouvoir faire. Donc en fait, il faut savoir rester mesuré, tout en travaillant et en restant posé. Donc c'est un travail d'homme, parce qu'on dit que les hommes sont un peu posés, plus si. On peut l'être en tant que femme, mais comme je l'ai déjà dit avec d'autres personnes, on a cette sensibilité où on veut exalter le tout. On veut pas rester sur une simple saveur. C'est pour ça que le métier maître de chez a évolué depuis à peu près 5-6 ans. Surtout dans le métier du rhum, parce que dans d'autres alcools, c'est pas encore ça. Mais ça arrive. C'est sûr qu'on va parler quand même des fûts. Ici, on fait du rhum blanc. Oui. Je me trouve devant des cuves qui ont encore du rhum blanc à l'intérieur. Oui, je le sens bien. C'est ça. Mais j'aimerais quand même parler de fûts. Est-ce que chaque fût est propre à chaque rhum? Alors, chaque rhum, ça sera les rhums Breu et Quesnesson, puisqu'on est dans un chai de vieillissement. Donc, le premier chai de vieillissement qui a été aménagé. Donc, un gros travail avec l'équipe. Donc, on a monté, on a mis et rangé cette futaille. Donc, une futaille variée, bois américain, bois français, bois neuf, bois d'occasion, pour constituer les rhums. Mais chaque fût donne ce qu'il a donné avec le rhum qu'il a. Mais c'est très important pour moi. C'est toi qui les choisis aussi, les fûts? Alors, moi, je fais une sélection d'orientation, de capacité et de chauffe à l'intérieur avec une définition de grain du bois. Puisque avec les tonneliers, c'est comme ça qu'on travaille, qu'on discute. On est dans des apports de bois puisque l'alcool étant vivant, le bois étant vivant, une interaction avec la chaleur qui est autour, l'humidité, ça fait des petits jeux, des échanges. Et c'est le bois qui va donner la couleur au rhum et le rhum va donner des saveurs au bois. Donc en fait, je choisis et j'ai eu cette chance-là. J'ai pu choisir cette futaille, l'orchestrer, parce qu'avec le temps, et on peut aller voir, on a différentes orientations, aussi bien de saveurs que d'intensité colorante, avec un même rhum. Et c'est ça la magie de notre métier. Allez, on y va tout de suite. Stéphanie, parlons de la maîtrise du vieillissement du rhum. Ça commence déjà à la mise sous bois. Donc, ce que l'on a fait en opération, ce que tu vois là, c'est les premiers fûts qui ont été remplis. Donc, c'est l'étape mise sous bois pour le vieillissement. Et c'est la première étape pour la maîtrise. Si on ne maîtrise pas cette première étape, on n'a pas beaucoup de chance à avoir quelque chose au résultat au bout de 3 ans quand ce sera des vrais vieux. Parce qu'aujourd'hui, la couleur qu'ils ont dessous, donc là, c'est un échantillon de 6 mois passé sous bois.
Donc c'est des fûts comme ça. Donc il a déjà un potentiel, ce que je te disais tout à l'heure, d'intensité colorante. Et quand on va ouvrir le flacon, ça va embaumer un peu plus ton environnement. Donc les vapeurs vont arriver. Donc ça commence par ça. Donc la mise sous bois, déjà ce qu'on appelle l'étape, on empote le rhum dans les bois, dans les fûts. Donc toi des fûts couchés, des fûts debout. On a divers et variés pour le jeu qu'il y a à faire, parce qu'après on s'amusera à faire une composition et je m'amuserai à orchestrer ces saveurs. Et donc pour terminer la maîtrise, on fait un suivi. L'histoire du mot maître de chez, c'était le maître comme à l'école, mais surveiller chaque jour. Comment se passe dans chaque chez l'évolution de l'alcool avec le bois. C'est ça son histoire. Donc tous les jours, bon, sauf les journées où on est en repos, parce que c'est nécessaire. Ça t'arrive? Je fais tout pour, parce que sinon je tiendrai pas. C'est très épuisant aussi comme travail, c'est prenant, c'est captivant. C'est de la surveillance. Donc on regarde comment se comporte, on regarde l'environnement du bois, du fût et du chai. Et s'il y a un incident sur un fût, on doit opérer. C'est-à-dire quand tu parles d'incident, une petite fuite, un petit problème de bois, un petit élément qui a fait que ça risque de ne pas bien se passer, donc il faut réagir. On interrompt tout ce qu'on fait et on vient s'occuper de ces quelques litres dans le fût pour pallier et pour la maîtrise. Alors c'est très important pour moi, il n'y a jamais de questions inutiles. D'accord, là il y a du rhum qui est en train de vieillir, par exemple dans le fût que je vois juste en face. Après l'avoir retiré ce rhum, est-ce que tu peux réutiliser à nouveau ce fût? Oui. Ouais. Il sera encore meilleur. Pas vraiment. C'est pour ça que c'est un jeu de travail d'une façon cadencée. On cadence notre travail sous bois et on n'interrompt pas le bois. C'est-à-dire que le rhum qui va être ici, il va être transféré dans les cuves coniques en bois, qu'on appelle ça les tonneaux. Et donc là, il va continuer à avancer. Lorsque on les aura vidés de cette futaille, on va les mettre dans une autre futaille plus grand. C'est du boulot. Ah oui. Et puis c'est une belle découverte de métier pour mon collaborateur, parce que c'est vraiment un travail passionnant mais à la fois très prenant. C'est usant parce que même si on travaille que le matin, on a commencé pour la mise sous bois du 6h et à 10h30 on pouvait plus parce qu'il faisait trop chaud. Trop chaud. Et la fatigue est là, il faut pas engendrer d'accidents, donc on interrompt le travail et on reporte au lendemain à la fraîche. D'accord. C'est aussi un cadencement et on peut pas travailler le soir parce que le soir c'est pas non plus sécurisant. Donc on travaille surtout les matins, le travail du rhum. C'est ton après-midi de libre. Oui, une manière de parler. Les journées commencent tôt, donc on termine tôt parce qu'on a besoin de se reposer. Bien. Tu as d'autres à nous montrer? Bon, simplement dans les mêmes esprits, 6 mois et différentes futailles. Donc bois américain, bois français, neuf, avec une chauffe bien spécifique. C'est celui-là qui m'attire. Oui. Alors le bois français. Bois français, neuf et une chauffe bien spécifique. Alors. La chauffe que j'ai choisie pour que on ait une ossature dans le rhum, parce que celui-ci, je vais m'en servir pour constituer notre rhum, car ça sera nos premiers élevés sous bois, fin d'année 2023. Ça arrive. Ah oui, ça arrive, les élevés sous bois, et puis comme on a à mon habitude, j'ai envie de laisser cette fraîcheur de canne avec une ossature de bois qui soit rafraîchissante également. Observer, sentir le liquide en maturation pour en jauger la robe et les premiers arômes. Mais est-ce que tu le goûtes? Quand le nez me paraît équilibré, je le mets en bouche, je fais mon travail de dégustation en bouche, mais d'une manière très modérée parce que c'est quand même assez vif. Tu le recraches? Oui. D'accord. Ah oui. Moi, oui. C'est un peu violent quand même. Notre corps n'est pas habitué à ça, et surtout le matin. Comme on le travaille le matin, c'est pas le soir en pleine chaleur avec ces vapeurs-là que je vais pouvoir être la plus objective. Et quand j'ai trouvé quelque chose dans les équilibres, je fais participer mon équipe à la dégustation pour avoir le retour, parce qu'on n'est pas simple juge, on peut pas être jugé parti. Donc moi je constitue, je le soumets. Et j'aime bien ce jeu-là parce qu'en fait c'est un échange, et c'est pour voir aussi comment on baigne dedans, voir comment mon collaborateur peut avoir cette impression, est-ce que je me suis trompée ou pas, parce qu'on peut se tromper. D'accord. Et on peut se tromper et on recommence pour avoir le meilleur de chaque chose. On peut dire que tu as eu du nez de choisir ton collaborateur. Et je peux vous dire, avec Stéphanie, ça aurait été bien de jouer au domino. Ici en Martinique, les parties de domino s'accompagnent de rhum. Elle vous mettrait tous KO. Bien.
Ça, c'est important, on en a parlé, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Est-ce que l'humidité et la chaleur ont une importance capitale dans le vieillissement de la chose? Ah oui, l'humidité et la chaleur, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme c'est vivant, le bois, il a besoin d'humidité pour rester dans sa fonction primaire de contenir le rhum, et que le rhum ne prenne pas tout de suite des choses. Donc la part des anges, c'est toujours le terme que tout le monde attend. La part des anges peut être importante si cette hydrométrie, donc on appelle ça l'hygrométrie, n'est pas maîtrisée, elle n'est pas gérée. Donc dans ce bâtiment, c'est un travail que je fais. En plus, on apporte de l'humidité, on apporte de la fraîcheur de l'extérieur et on apporte parce que la chaleur s'installe. Et pour pallier à cette chaleur, on fait appel à l'eau. Donc j'hydrate l'environnement. Je peux pas hydrater les bois parce que c'est pas bien. Tu parles du sol. Voilà, j'hydrate l'environnement. Ça remonte? Oui, ça sèche très vite quand il fait chaud. Surtout là, on est rentré en carême, donc l'eau part très très vite, mais je l'apporte assez régulièrement pour que, l'odeur que l'on a, elle reste quotidiennement. Qu'est-ce qu'un rhum élevé par tes soins? Je vais reprendre les termes de personnes qui me connaissent et qui m'ont vu évoluer dans ce métier, parce que j'ai pas commencé mes classes avec le rhum, j'ai commencé mes classes avec d'autres alcools. Le cognac, le rhum, le cognac, la tequila, le gin. La vodka même? Oui, mais c'est une très belle expérience, mais les rhums bruns, comme on les appelle, les alcools bruns, c'est vraiment une passion parce que, élevé par mes soins, j'ai envie de dire que chaque petit fût, tu parlais tout à l'heure d'individualité du fût, il y a des fûts qui donnent des choses extraordinaires. D'accord. Et passé, on va dire, entre mes mains, j'ai le souvenir d'avoir fait une cuvée où les 21 ans d'âge du rhum avaient gardé leur fraîcheur de la canne avec une ossature de richesse des saveurs. On parle de réglisse, on parle de goyave confiturée. Je t'en parle et tu pars direct en voyage. Oui. Et moi, ce que j'adore donner à ces saveurs du rhum, c'est comme mes aïeuls avec le cognac, c'est toujours ce côté charismatique et rancio sans excès. C'est-à-dire que tu le prends en bouche, mais tu n'as pas de sensation d'être déshydraté. Tu as envie de redécouvrir d'une autre manière par ta salivation. Superbe. Voilà, c'est le bon coup. Ça va être ça. Mais ce sont des mots de mes amis, ce ne sont pas les miens, parce que c'est compliqué de se dire ce qu'on est. Bien le côté... on n'a pas besoin d'avoir de l'eau, on a envie au contraire de revivre la chose tranquillement, paisiblement. Voilà, c'est la dégustation, c'est se laisser surprendre et partir en voyage. Merci pour ça Stéphanie. J'en suis vraiment contente parce que tout le monde l'a accueilli sans savoir ce qu'il était dessous. Donc ça, c'est une fierté. Après, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en œuvre d'autres rhums dans d'autres rhumeries et distilleries. Avec mon collaborateur également, et j'en suis contente parce qu'on en parle encore. Donc ça veut dire que même s'il y a des ruptures, oui, tout à fait. Ça a laissé une trace. Voilà, ça a laissé une trace dans le sens les gens se rappellent de ça. Enfin, on parle de rupture, c'est tout simplement pour mieux s'affirmer, vous l'aurez compris. Rien à voir. Hein. La rareté a un coût. Quels sont les projets pour le rhum Moreau pour la fin d'année 2023 Alors les projets, j'espère pouvoir sortir. Est-ce qu'on va aller de surprise en surprise hein. Oui, j'aimerais bien qu'il y en ait un nouveau qui sorte bientôt, un autre blanc, j'aimerais bien. Parce qu'il est vraiment très joli. Et au moins un élevé sous bois, donc ça sera le premier élevé sous bois, donc 12 mois de futaille avec un assemblage. Et j'essaie d'en faire un deuxième pour laisser paraître ce qui va venir, parce que dans 2 ans, on pourra sortir les premiers vrais rhums vieux. Donc il faut donner un petit peu de vision à nos consommateurs et ceux qui nous attendent aussi pour les rhums Brou et Quénesson. Très heureuse d'avoir pu discuter avec toi du rhum. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux, donc c'est à consommer avec modération. Il est sûr que j'aurai Monsieur Cantinol dans un moment pour pouvoir continuer à me parler du métier, mais ma très chère Stéphanie, alors on n'est pas sur une île déserte, bien au contraire, mais si tu devais partir sur une île déserte, alors quelle est la bouteille que tu amènerais avec toi ? Le 59.2. Elle m'a même pas parlé d'eau, elle a bien compris. Merci beaucoup. Avec nous Christophe Cantinol qui accompagne Stéphanie qui est maître de chai à la rhumerie Brou et Quénesson.
Christophe, bien le bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, merci, et toi? Très 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 bien. Quand elle parle de toi avec beaucoup de respect, je parle de Stéphanie. Est-ce qu'il est difficile d'accompagner Stéphanie sur tout ce qu'elle fait au quotidien ici? Non, il n'est pas difficile de l'accompagner, c'est-à-dire que nous avons une collaboration où nous faisons confiance. La rigueur qu'elle applique au chai, moi je vais l'appliquer dans le conditionnement parce que mon domaine à moi c'est la conduite de ligne de production. Et je découvre le travail de chai depuis que je suis à Bois-et-Quénesson. Donc, c'est pas difficile de travailler avec elle. D'accord. C'est juste de l'écoute, de l'entente, et savoir comprendre les consignes de l'autre et travailler en sécurité. D'accord. Ah oui, parce qu'il faut travailler en sécurité quand on est oui, ici. hein. Ah ben oui. Est-ce que tu peux nous donner 2, 3 consignes de sécurité? Ben déjà, nous fonctionnons avec des détecteurs de gaz quand nous travaillons dans le chai. Donc, si ça se met à sonner, il faut avoir le réflexe de sortir. Moi-même, j'ai mon cassesse, donc quand je manipule le chariot élévateur, il faut qu'elle sache qu'il ne faut pas qu'elle se tienne à proximité. Et pareil, dans les machines aussi, quand les machines tournent, je lui donne les consignes justement pour ne pas aller mettre un bras dedans ou bien faire voilà, des gestes qui vont générer un accident. Responsable du conditionnement et des équipements à la Romerie Bois-et-Quénesson. Voilà. Comment tu t'y sens? Comment sont ceux avec qui tu travailles? Ça va, la confiance elle est là puisque depuis que je suis arrivé quand même, on a pu mettre en place parce qu'ils nous ont fait confiance pour venir intégrer leur équipe et pouvoir développer leur projet parce que c'est un projet nouveau, c'est un challenge qu'il faut savoir relever. Donc la confiance, il faut qu'elle soit là. Donc on a réussi puisque le rhum il plaît et ça fonctionne quoi. D'accord. Tout de suite te demander, on se trouve devant une machine, quelle est-elle? Cette machine c'est un monobloc. Oui. Donc cette machine, au fait, elle est composée de 3 parties. Donc la partie avinage, ici, oui, où on va venir aviner l'intérieur de la bouteille, c'est-à-dire qu'on reçoit le verre, mais le verre, il peut y avoir de la poussière et tout. Donc on va mettre du rhum dans cette partie, qui va venir laver l'intérieur. Et après, on a la tireuse. Ici, c'est la partie... Alors, vous lavez vos bouteilles au rhum? Oui. C'est bien. Ah bon, on peut pas laver avec de l'eau, hein. Ouais, très bien, voilà. Très bien. Donc, automatiquement, bouteille propre. Exactement. Ensuite. Ici, c'est la tireuse où on va venir remplir la bouteille et également faire le niveau de remplissage, puisqu'on peut régler le niveau de remplissage. Et cette partie-là, c'est la partie boucheuse. D'accord. La partie boucheuse, on va venir déposer, vous voyez là, un bouchon liège. Donc, on a un bol vibrant et les bouchons, ils vont vibrer à l'intérieur, ils vont descendre dans le canal qui est là pour être déposés sur la bouteille. Voilà. Alors, j'aime beaucoup mon métier d'animatrice, mais est-ce que tu aimes beaucoup ton métier? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler pour travailler, et est-ce ton cas? Non, je ne vais pas travailler pour travailler, je vais travailler parce que j'aime ça. D'accord. Et j'aime bien qu'on me lance des défis, on me propose une bouteille, on me dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et j'aime bien ce genre de défi. D'accord. Ici, nous sommes face à l'étiqueteuse. On va venir habiller la bouteille comme telle, donc poser une contre-étiquette, une étiquette de face et une bande en U. D'accord. Donc c'est une étiquette une étiqueteuse équipée de 5 postes et on peut faire divers formats de bouteilles avec. Donc on va dire qu'on n'a pas trop de limites concernant l'étiquetage des bouteilles dans l'avenir. J'ai oublié de demander à Stéphanie, ce n'est pas votre unique bouteille, là c'est ce format, vous en avez d'autres? Alors, la déclinaison, on a une gamme au fait par rapport à cette bouteille qui descend, qui fait du litre, du 70, du demi-litre et du 30 centilitres, si je ne me trompe. D'accord. Voilà. Tu sais que les Martiniquais sont très chauvins concernant leur rhum. Je suis sûr que tu as dû discutailler avec certains concernant le rhum bro. Qu'as-tu entendu? Le rhum bro, il est apprécié par pas mal de personnes. D'accord. Donc le 55 il plaît énormément et le 59.2 on va dire que c'est une tuerie. Donc Stéphanie a bien travaillé et franchement on a fait un beau travail. Bien. Le produit dans la bouteille il plaît et on n'a pas encore de retour. J'espère non plus ne pas avoir de retour négatif, mais c'est un rhum qui se laisse boire. Voilà, et se laisse déguster aussi. Il avait décidé de ne pas parler trop longtemps. Il l'a fait avec un réel plaisir. Merci. Il n'y a pas de souci. Cher Christophe, merci pour cet entretien. J'ai passé un agréable moment dans cette distillerie. Je le répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bien, merci beaucoup.